vie secrète, la vie secrète, la vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes. Bonjour et bienvenue à La vie secrète des geekettes. La vie secrète des geekettes, c'est quoi ça? C'est un podcast divertissant et diversifié. À chaque mois, nous autres, les geekettes, on vous parle d'un produit de la culture populaire ou locale de notre choix, mais on jase aussi de plein d'autres affaires. Et pour une dernière fois, le numéro 91, épisode 91 aujourd'hui en Skype. On espère que ça va être la dernière fois, à moins de contretemps, mais le prochain épisode, on devrait être en vrai. Mais aujourd'hui, on est... Oui, hein? Clap, clap. Merci. Merci les filles. Alors, mais aujourd'hui, on est encore devant nos ordinateurs. Il fait beau dehors. C'est pas grave. On est quand même là pour toi, l'auditeur. Alors, aujourd'hui, il y a moi-même, Fanny Grégoire, à l'animation, et je vais commencer avec Allô, Jenny! Allô! Alors, Jenny, qu'est-ce qui se passe de bon dans ta vie dernièrement? Oh, je suis en 2 sessions, je suis en congé, et on va dire ça en gros guillemets, parce que je travaille 45 heures cette semaine. Quel beau congé! Qu'est-ce que tu vas faire de toutes ces pas d'heures de congé? Absolument rien. Je vais gagner de l'argent. C'est ce que je vais faire. Ben, c'est quand même une bonne chose, là. Pierre-Yves McSween serait fier de toi, je pense. Absolument. Tu vas nous parler de quoi aujourd'hui, Jenny? Je vais vous parler de la série. Mon Dieu Seigneur, elle est loin, ma photo. Tales from the Loop. C'est ça, oui, exactement. La série Tales from the Loop. C'est une série qu'on voit dans un écran de télé, ça? Ou, Absolument, c'est sur Prime. Parfait, super. Ben, j'ai hâte d'en entendre plus parce que je sais absolument rien là-dessus. C'est zéro. Tout le monde à qui j'en ai parlé, c'est une série qui est sortie en début 2020. En plus, c'est tombé sous le radar de beaucoup de gens. Ben, c'est intéressant. C'est à ça que ça sert aussi, les geekettes, hein, c'est d'apprendre des nouvelles choses. On ne parle pas toujours dans les médias nécessairement, des petits bijoux comme ça. Donc, hey, tu vas nous en parler tantôt. Et je vais continuer avec nos jumelles de l'écran. Parce qu'elles sont toutes les deux ensemble. Alors, je vais commencer par celle que je vois à gauche. Allô, Chantal! Allô! Alors, tu es maintenant chez Martine en ce moment, Chantal? Tu habites là-bas pour toujours? La troisième tentative est la bonne. Oui, maintenant, Martine n'est pas au courant, mais j'ai amené toutes mes affaires dans mon char et je bouge plus d'ici. C'est parfait, on a une chambre en bas. Yay! Puis là, mon chum va vraiment perdre beaucoup de poids, il ne mangera plus. Parce que là, je ne suis plus là pour le nourrir. Ah, mais qu'est-ce qui se passe de bon, Chantal, dernièrement? Écoute, j'ai travaillé beaucoup, puis là, ben, je suis en vacances pour la C'est semaine. bien. Puis on a une date, moi puis toi aussi, hein? Oui, on a une date demain soir ensemble. Justement, il faut qu'on s'en parle du plan. Oui. On va voir la belle Lulu. Puis, écoute, c'est pas mal ça. J'ai pas fait grand-chose. J'ai gossé sur mon terrain, puis c'est les vacances. Je suis en 2 sessions, moi aussi, mais moi, j'ai juste un cours, fait que c'est plus relax de mon bord que Jenny. Puis, j'apprends pas à faire des robots. Je fais du BI, que je fais déjà un peu, fait que c'est moins déstabilisant. Ça doit. Mais j'ai vraiment hâte de voir le show de Lulu. Dans le fond, c'est le Burlesque Geek. Oups! Oh, c'était pas le Burlesque Geek, c'est le Bagel Burlesque Expo, qui est un festival de burlesque que Lulu a organisé. Je me suis juste mêlée entre des différents événements que Lulu organise. Qui revient cette année. Là, c'est sûr, ça va être passé là, quand l'épisode va être diffusé. Mais allez voir ça si vous ne connaissez pas ça, le Burlesque Geek. Je vais sûrement mettre des photos sur les médias sociaux de moi et Chantal, les Lulu et autres. Là, puis c'est ça, on va peut-être aussi, je sais pas, là, des fois j'ai des idées comme ça, peut-être en mettre sur le Patreon. On verra. Alors, je vais continuer le petit tour de table avec Martine. Allô, Martine! Salut! Mais en fait, je suis même pas sûre. Avez-vous dit tu parles de quoi, Chantal? Non, j'attendais le moment opportun. On l'a pas, tu parles de quoi? Tu parles de quoi, Ça, Chantal? c'est un classique. Ça, c'est un classique. J'oublie toujours au moins une personne d'y demander. Vas-y, tu parles de quoi? Je vous parle de Vox Machina, qui est une série télé. Et c'est aussi sur Prime. Fait qu'on aurait dû demander une commandite pour cet épisode-là à Prime. Ouais, Prime. S'il y a des gens qui travaillent chez Prime, contactez-nous, on est bien intéressés. Il y a encore de la place pour de la pub là, sur le show, il n'y a pas trop de problème. Allô, Martine! Salut! Alors, tu vas parler de... Ben non, attends, là, je fais tout le contraire. Comment ça va, Martine?
Ça va bien, très, très occupée aussi, comme les filles. Beaucoup, beaucoup de travail en ce moment au bureau, mais toujours tout aussi plaisant. Ben, écoute, tant mieux, tant mieux. Puis on s'est vu dernièrement, on a dîné ensemble, moi puis toi, Martine. On a fait une Oh que sortie oui! girl au café, pas trop loin. Ah, et puis que j'ai découvert qu'ils ont les meilleurs biscuits au Chip-It au monde, là. C'est rendu mes mes biscuits préférés. Ah, pour C'est vrai? décidé. Ouais. T'es-tu retournée expressément pour ça? Non, je suis pas retournée, heureusement. Ça n'a pas d'allure. Ils doivent mettre genre 1 livre de beurre dedans. Ils sont tellement moelleux et fluffy. Le Là, rêve! Oui, c'est les Une livre biscuits de beurre. parfaits. Mais là, je tu- veux ces biscuits. Ben ouais, mais es-tu à l'aise qu'on dit c'est où, Martine? Ah, Je pense oui, que... ben oui. Ouais, moi aussi. OK. Donc, c'est au Canard Café de Hochelaga. On leur fait une petite pub gratos de même. Allez goûter à leurs biscuits. Ils font aussi des bonnes sandwichs, aussi moi, j'avais pris, c'était un grilled cheese, c'était super bon. Puis super bon service, super gentil. Allez voir ça, c'est des nouveaux propriétaires, là. Donc, depuis, ils ont ouvert en pandémie, je crois, en 2020. Tu sais, vraiment mauvais timing, mais ils ont réussi, ils se sont sortis la tête hors de l'eau. C'est pour ça que leur café s'appelle le Canard Café. Tu sais. Donc, c'est un petit canard qui pédale en dessous de l'eau. Vous voyez, tu sais, j'ai le truc de François Pérusse en tête. Là, en tout cas, ceux qui savent. J'avais la même chose en tête. Le petit canard qui pédale. Là. OK, bon, parfait. Je vais peut-être mettre un petit segment de François Pérusse là, de ça dans le show à un moment donné. Ouais, je vais essayer de trouver ça. Ah oui, les petites pattes qui se font aller toutes croches, là. Je vais aller rire de toi en dessous de l'eau, là. Je vais te regarder juste pour rire de toi. Parfait. Donc, hey, puis moi, aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? Ben, j'ai fait... parce que Tu m'as même j'oublie pas toujours. demandé de quoi je parlais. Quoi? De quoi tu vas parler? De quoi? C'est une soirée de même. Ça va rester de même. Pas de montage. Martine, tu vas parler de quoi? Ben, écoute, j'ai décidé d'être frivole et d'inventer une nouvelle chronique. Je fais une chronique je lis, je joue et j'écoute. Donc, j'avais pas comme un sujet que j'étais capable d'aller vraiment en profondeur. Fait que je vous dis ce que j'ai lu, ce que j'ai joué et ce que j'ai écouté dans le dernier mois. T'es folle. Ah, je sais, ça doit être C'est le printemps qui s'en vient. Là. J'étais comme, wouh, j'ai une petite envie frivole de faire une chronique différente. Ben, c'est parfait, ça. Ben, moi, j'aime bien ça. Puis les geekettes, c'est ça aussi, là, c'est d'essayer des affaires. Tu sais, oui, on fait des chroniques, des fois des critiques, mais tu sais, s'il y a une fille qui a une idée pour une chronique quelconque, si c'est intéressant, si ça y tente d'en parler, mais go, vas-y, tu sais, on peut essayer toutes sortes d'affaires, là. Des fois, c'est plus le temps qui nous manque parce qu'on a une vie bien occupée déjà, mais tu sais, c'est ça, on fait des essais-erreurs. C'est comme un genre d'école de podcasting des geekettes. J'espère que ça ne sera pas une erreur. Ah non, ça va être, je suis sûre que ça va être super bon, Martine. On appelle Pas de ça une pression. expérience. Oui, Il n'y a pas d'erreur ici. Ce n'est que On des apprend. expériences. l'école de la vie des geekettes, c'est ça que ça s'appelle. Et puis toi, Fanny, là, tu vas nous parler de quoi? Moi, je vais vous parler, ben en fait, je vais pas parler. J'ai fait une petite entrevue avec l'équipe du FBDM, du Festival de BD de Montréal. Donc, je l'ai faite là, quand même v'là un mois environ. Donc, là, tu sais, il y a des choses. J'ai parlé, vous allez voir, j'ai parlé des prix BDList, du FBDM, mais pas trop de la programmation parce que c'était encore sous embargo. Mais j'ai quand même fait une très bonne entrevue, je crois. Je pense que vous allez aimer ça pour en savoir plus justement sur c'est quoi ce festival-là. Mais trêve de plaisanterie, maintenant, on va passer aux nouvelles des geekettes. Alors, aux nouvelles des geekettes ce mois-ci. Je vais commencer par mes nouvelles. On n'en a pas tant que ça, mais on en a une couple quand même. Donc, moi, là, les filles, là, dernièrement, j'ai découvert une série qui s'appelle Bridgerton. Est-ce que vous savez c'est quoi? Oui. Non. Oui, non? Qui l'écoute dans le groupe des geekettes ici? Personne. Personne, tout le monde juge. Rien, là. Écoute, c'est parti à la base. Ben, éventuellement, je vais faire une chronique sur Bridgerton. Parce qu'à la base, c'est pas quelque chose qui m'intéresse tant que ça. C'est parti à la base de romans un peu à l'eau de rose, historique-ish, là, en gros guillemets. Là. C'est vraiment pas ma tasse de thé, Bridgerton. Mais les gens qui écoutent la série vont comprendre. Mais ça m'a quand même intéressée pour plein de raisons. Puis j'en parlais plus en précision dans un prochain épisode. En gros, c'est des histoires d'amour qui se passent à l'époque
victorienne-ish, là, un peu, mais c'est dans un monde un peu borderline fantastique, je te dirais, parce qu'ils ont tellement des beaux costumes, ils ont tellement les décors sont tellement magnifiques, c'est un peu pas mal too much pour l'époque. Et puis, c'est en Angleterre que ça se passe. Tout le monde a des magnifiques accents. Et les comédiens sont très bons. Et puis, ben, il y a bien du sexiness qui arrive. Puis, tu sais, c'est un petit peu, tu sais, l'histoire est un petit peu facile, mais c'est correct. Il y a bien des choses intéressantes à Bridgerton. Je ne veux pas en parler, mais en gros, c'est pour vous donner une idée, là. Je ne le vends pas super bien en ce moment. Je vais le vendre mieux dans ma chronique, mais c'est pour vous mettre un petit peu l'idée. Donc, il va y avoir un bal Bridgerton à Montréal. C'est une expérience qui a eu lieu, de ce que je me suis informée, là, ça a eu lieu dans d'autres villes avant. C'est comme un événement, dans le fond. Mais moi, en tant que fan de Bridgerton, je me suis dit, c'est quand même intéressant. Je trouvais ça comme, tu vas vivre une expérience d'une durée de 90 minutes qui est un peu comme un bal, mais j'étais voir sur des vidéos YouTube, c'était quoi exactement. Puis, tu sais, c'est comme une genre de séance où est-ce que tu assistes à un bal, puis là, il y a toutes sortes de petits spectacles qui se passent alentour. C'est vraiment comme une immersion dans l'univers. Puis, je trouvais que c'était quand même intéressant. Ça va se passer quand est-ce ça? C'est du 19 mai jusqu'au 25 juin. Puis il va y avoir des sessions en français et en anglais à Montréal. Puis ça va être aussi, là, attendez, là, je vais aller voir dans mes petites notes là, du site web. Là, c'est au Arsenal Art Contemporain à Montréal. Je crois que c'est à Verdun ou Place Saint-Henri. Là. Je vais vous mettre le lien sur la page web des Geekettes. Puis, c'est quand même, écoutez, c'est quand même pas donné, là, c'est 49 le billet. Pas donné pour un événement de 90 minutes. Il faut vraiment que tu sois un fan, je crois, de la série pour y aller. Mais ça a l'air très bien. J'étais allée voir sur YouTube, il y a des vidéos. Il y a quelqu'un qui a assisté à cet événement-là à Los Angeles, puis elle a pris des extraits vidéo. C'est toujours intéressant de voir un peu avant de dépenser de l'argent pour quelque chose comme ça. Là. Mais ça a l'air quand même rigolo. Ça a l'air sympathique. Alors, aux fans de Bridgerton, ça vous intéresse, ça s'en vient à Montréal. Donc, c'est un beau cadeau pour la fête des mères. Voilà. Belle c'est ça de occasion même. pour toi, Fanny, belle occasion de ressortir tes vieilles robes médiévales et les reconvertir en robes d'époque. là, pour Écoute, ce je bal. ferais ajouter de la broderie, des petits Exact. rubans, des trucs fancy dessus. Tout est possible. Là. J'ai des bustiers. Écoute, je pourrais même habiller Fred comme du monde, mon chum. Fait que tout est possible. Je suis sûre qu'il serait comme non, tu m'emmènes pas là-dedans, c'est sûr. C'est sûr que non. Donc, c'était ça que je voulais vous dire pour ma nouvelle. Mais pas juste ça. J'ai une autre nouvelle, les filles. Hein? Pas l'air de ça, moi, là. Mais oui, j'ai une autre nouvelle. Alors, on s'en va au mois de mai. Quand l'épisode devrait être sorti, on devrait être pas mal au mois de mai. Alors, c'est le temps de mes poils. Vous savez, c'est quoi mes poils? Vous dites oui. Pinez de la tête. Oui! Ouais, moi, fait je que les regarde, puis je fais non, puis j'ai honte. Je sais que c'est quoi mes poils? Ben, c'est bien correct. Mes poils, en fait, c'est un événement qui a lieu à chaque mois de mai. C'est super simple. Tu ne te rases pas durant le mois de mai, parce qu'habituellement, au mois de mai au Québec, c'est là qu'on commence à porter des shorts un peu plus courtes, là, des camisoles et tout. Puis là, c'est le moment aussi qu'on arrache tous les poils de notre corps ou qu'on les rase. Puis là, mes poils, eux, leur but, c'est justement de te faire penser à la relation que tu as avec tes poils. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Puis c'est durant tout le mois de mai, on t'invite à ne pas te raser et à penser à ça. Je vous avoue, je ne l'ai pas fait encore. Je l'annonce à chaque année que mes poils est là. Je ne l'ai pas fait parce que justement, c'est quelque chose que je suis comme hey, je suis peut-être pas rendue là dans mon cheminement avec mes poils. Mais j'y pense. Puis écoutez, si vous le faites, dites-nous-le. On va partager parce que c'est important d'être à l'aise avec ses poils. Mais je pourrais peut-être essayer les jambes. Pour essayer les jambes, commencer tranquillement comme ça. Ouais, commence par le truc que tu es le plus à l'aise à commencer. Puis on dirait que là, d'habitude, je pense jamais. Puis je suis pas la plus assidue là-dessus, mettons. Fait que on dirait que je le fais à l'année longue un peu. Là, je suis comme quand ça me tente, là, c'est pas un. Ouais. Mais tu sais, je le fais à l'année longue, mais tu sais, dès que c'est le temps de publiquement montrer mes jambes, je suis comme oh, non, il faut que ça parte là. Donc, je trouve que c'est quand même un défi intéressant, je trouve, de faire ça, là, de penser à la relation qu'on a là, avec le fait d'enlever ses poils ou de les garder. C'est plus difficile qu'on le penserait. Donc, ouais. Donc, c'est ça, c'était mes nouvelles et on va continuer avec Jenny, tes nouvelles à toi.
Ben oui, moi aussi, j'ai des nouvelles. On dirait j'ai une nouvelle à la Fanny qui a rapport avec ton entrevue. Fait que si les gens n'étaient pas au courant, à la fin du mois de mai, il y a le Festival de la BD de Montréal qui se déroule sur la rue Saint-Denis entre la rue Guilford et la rue Roy. C'est un événement gratuit. C'est la fin de semaine du 27 au 29 mai. Donc, j'imagine qu'on va en entendre un petit peu plus parler pendant ton entrevue. Ben oui, on va en entendre quand même en détail. Mais tu sais, c'est ça, la programmation sur le site web et tout est sorti. Donc, c'est ça. Absolument. Puis, t'avais-tu une autre nouvelle, Jenny? Absolument. En fait, je voulais juste faire un rappel d'une nouvelle précédente que j'ai dit dans l'épisode dernier ou lui d'avant. Dans le fond, à la mi-mai, donc la fin de semaine du 13 au 15 mai, c'est le LAN ETS qui a lieu. Puis là, en ce moment, je pense que toutes les compétitions sont comblées. Par contre, l'entrée est gratuite pour les visiteurs. Je sais qu'il y a beaucoup de Twitchers qui vont être présents, des compagnies qui vont vendre des trucs aussi, il va y avoir un petit marché, il va y avoir pas mal de trucs. Ça a l'air vraiment intéressant. Moi, je vais y aller. Fait que je vous invite à y aller aussi. C'est à l'ETS, c'est ça? C'est à l'ETS, c'est à la cafétéria de l'ETS dans le bloc A. Très, très le bloc A, ne pas oublier. Dans les universités, là, c'est toujours bien compliqué où, qui est quoi, comment. Donc, merci de le spécifier. Il y a un bloc C qui n'existe pas. Il y a A, B, D puis E. Mais il n'y a pas de bloc C. Je ne sais pas, il est où. C'est le bloc qu'il faut trouver, il est caché, un peu comme dans Harry Potter, il y a des places cachées puis tout ça. En tout cas, shout out aux fans d'Harry Potter. Martine! Oui, mais en fait, je suis très heureuse d'être ici ce soir, mais j'ai quand même une petite déception parce que ce soir, c'était le lancement du tome 4 de U Merlin, un projet que les geekettes, on aime beaucoup. Donc, je vous rappelle, c'est une bande dessinée illustrée par Sacha Lefebvre et écrite par Jean-François Laliberté, qu'on avait reçu d'ailleurs en entrevue. Puis, c'est une BD pour les jeunes adolescents. Parce que c'est un marché qui n'a pas beaucoup au Québec. Il y a soit de la littérature très jeunesse ou adulte, mais pas tant de bandes dessinées entre les deux. Donc, c'est dans un univers spatial, un peu inspiré aussi des Chevaliers de la Table Ronde. Les dessins sont magnifiques. Puis écoutez, même en tant qu'adulte, c'est des BD que je dévore. Donc, le tome 4, il y avait le lancement ce soir. Bien hâte de lire ça. Évidemment, j'ai envoyé une de mes amies pour aller me chercher le tome et avoir la dédicace ce soir. Donc, c'est ça ma petite nouvelle. Oui, ben merci d'en reparler. C'est vrai, c'est le fun de voir que ça ait continué, là, justement. Là, ils sont déjà rendus au tome 4. Là, c'est fou quand même. Là. Donc, bravo pour cette belle bande dessinée-là, cette belle série-là, U Merlin. C'est comme ça, hein? U Merlin. Oui, c'est U avec un trait d'union, Merlin. Alors, demandez ça à tous vos libraires préférés. Je pense que ça termine une nouvelle, hein? Ouais. Alors, c'est ça. Je vais terminer ça comme ça. C'est ça! C'est ça! La librairie Z aime la bande dessinée et ils sont fiers de vous présenter cet épisode de La vie secrète des geekettes. Que vous recherchiez de la bande dessinée américaine, européenne ou québécoise, la librairie Z possède de tout pour satisfaire vos envies de lecture diversifiées. Librairie Z, située au 3420 rue Ontario-Est. Visitez leur site web librairiez.com. Bonjour Chantal. Allô? Fanny. Hey! Ils sont toutes les deux avec le même micro aujourd'hui, dans la même pièce. Donc, Chantal, tu vas nous parler de Vox Machina aujourd'hui. Qu'est-ce que c'est exactement? Oui, fait que c'est une série télévisée animée, donc c'est des petits bonhommes, puis ben, c'est disponible sur Amazon Prime. C'est sorti le 22 janvier 2022, fait que c'est quand même récent. Et il y a la saison 1 de 12 épisodes d'environ 25 minutes chaque qui est sortie à date. Et là, ça, c'est produit par Critical Role, Titmouse, excusez, il faut que je prenne une pause pour rire, et Amazon Studio. Donc, dans le fond, je vais faire un petit mot sur Critical Role, qui c'est quand même important dans toute l'histoire de cette série-là. Dans le fond, Critical Role, c'est un groupe de gens qui font un Twitch stream. Est-ce que vous les connaissez? Non, pas du tout. OK, parfait. Fait que c'est ça, ils font un stream tous les jeudis, puis ils font une game de D&D. Ça fait plusieurs années que ça roule. Leur Twitch s'appelle Critical Role. Ils ont aussi un YouTube relié où on peut revoir les épisodes dessus. Et bon, fait qu'en gros, ils font une game de donjon, puis ils sont maintenant rendus à la campagne numéro 3.
Et la série télévisée, elle est basée sur la campagne numéro 1. Dans le fond, leurs 10 premiers épisodes ont été financés sur Kickstarter. Donc, Amazon n'était pas impliqué dès là. Ils ont juste décidé, on va faire une série, on a vraiment beaucoup de fun, il y a beaucoup de gens, fait qu'on va partir en Kickstarter. Fait que le 19 avril 2019, la campagne de financement s'est terminée. Fait que ça fait quand même longtemps que la campagne a été faite sur Kickstarter. Et ils ont eu près de 89 000 supporters et ils ont ramassé 11,4 millions. Leur objectif initial était de 750 000. C'est énorme. Oh my énorme. God! Ouais, fait que ça l'a vraiment pogné. Puis il y avait plein de, tu sais, sur Kickstarter, il y a un concept de stretch goal, genre, OK, on vise tant de montants, mais si on se rend à tel montant, on va rajouter ça, tel autre montant, puis ils en ont rajouté plein. Et donc ça l'a fini en avril 2019 et en novembre 2019, ils ont annoncé que Prime les backait maintenant. Fait qu'ils embarquaient, fait que là, tu rajoutais de l'argent, des ressources, fait qu'ils ont été all out avec ce projet-là. Mais de mon impression, ils n'ont pas été non plus limités par Prime. Des fois, quand tu vas avoir une grosse boîte qui arrive, des fois, ils vont te ramener dans un certain corridor, là, si on veut, mais ils ne semblent pas avoir été limités par ça. Donc, assez de backstory sur ça. Je vais vous lire le synopsis, traduction libre par moi-même, évidemment. Donc, ils sont des cahuteurs. Ils sont des bric-à-brac. Ils sont des marginaux devenus mercenaires. Vox Machina est plus intéressé à faire de l'argent facile et boire de la bière cheap que de protéger le royaume. Mais quand le royaume se retrouve soudainement menacé par le mal, ce groupe turbulent réalise qu'ils sont les seuls capables de rétablir la justice. Ce qui commença comme un simple contrat est maintenant l'histoire qui a lancé les nouveaux héros d'Exandria. En Quand gros, même, ouais, un synopsis, une histoire relativement simple, pas trop compliquée. Très simple, c'est une game de donjon. Fait qu'il ne faut pas se poser de questions. C'est un groupe d'aventuriers qui vont se battre contre le mal. Fait que je vais passer. Le Vox Machina, c'est un groupe de 7 héros et héroïnes et je vais vous en parler parce que c'est vraiment la portion la plus intéressante, évidemment. Donc, dans les 7 héros, il y a Pike, qui est une petite gnome prêtresse, qui est probablement le personnage le plus fort du groupe éventuellement. Elle est badass. Ensuite, il y a Kellett, qui est comme une demi-elfe druide, qui elle aussi est probablement aussi super forte, mais elle a un côté extrêmement insécure. Il y a Percy, de son petit nom, et de son nom long, Percival Frederickson von Mussel-Klosowski de Rollo 3, qui est un humain flingueur. C'est un gunslinger. J'ai essayé de trouver la traduction, mais j'ai juste trouvé flingueur. Je trouvais ça parfait, flingueur. C'est drôle, ouais. Fait que lui, il est un peu emo, mais puis il a un sombre secret. Après ça, il y a Grog Strongjaw, qui est un Goliath barbare, typique, limite caricatural, mais pas banal. Moi, je l'aime bien. Il boit de la bière, il fait des affaires, il pose jamais de questions, il fait juste avancer, smash, comme un barbare fait. Un homme simple comme on aime en trouver sur Tinder. C'est ça. Ensuite, il y a le meilleur personnage qui est Scalan, qui est en fait un gnome barde. Donc, c'est le barde du groupe. Et c'est un séducteur douche qui est vraiment inapproprié en tout temps. Il y a un avertissement de langage vulgaire et de nudité dans cette série-là. Et c'est probablement, c'est principalement à cause de lui. Mais il est vraiment divertissant. Ensuite, finalement, il y a Vexalia et Vexlidan, qui en font son frère et sœur, et un est un demi-elfe rôdeur et l'autre est un demi-elfe voleur. C'est probablement les personnages les plus sérieux, sont débrouillards. C'est un peu comme les parents du groupe, si on veut, qui ramènent un peu tout le monde à l'ordre. Quand même, beaucoup de personnages. Oui, il y a beaucoup de personnages, mais c'est facile à suivre, on s'entend, là, c'est très léger comme série, mais très divertissant. Donc, leurs premiers épisodes sont différents de leur show qu'ils ont sur Twitch, mais éventuellement, ils l'ont ramené à leur show à la demande des gens, genre, qui backaient le projet. Et il y a les méchants qui sont les Briarwoods, qui sont vraiment des bons méchants, sont le fun à regarder et tout, dans l'histoire et tout. Et petit détail, comme j'ai mentionné, c'était basé sur la campagne numéro 1 de leur Twitch stream. Leur campagne numéro 1 s'est terminée en novembre 2017. Ils ont fait 115 épisodes puis 373 heures de jeu.
c'est vraiment gros. Là. Ils ont joué à Donjon à du 3-4 heures par jeudi soir, à tous les jeudis soirs pendant très, très longtemps. Là. Puis ça, c'est la campagne numéro 1. Ils ont fait la 2, qui va promettre la saison 2. Puis il y a une saison 3 qui est en cours en ce moment. Il y a aussi des BD, j'en parlerai pas maintenant, mais j'ai tombé là-dessus. Il y a des BD qui ont les dessins ont l'air très beaux aussi. Puis j'imagine que les histoires sont les mêmes. Par contre, je n'ai pas regardé. Pour ce qui est de la série en tant que telle, je peux pas juger tant que ça des dessins, étant donné mon background de comptable. Je peux pas juger des dessins, mais c'est très beau. Juger quand même un peu. Tu as droit à ton opinion. Je peux pas juger le côté technique, mais c'est très beau. C'est agréable à regarder. Tu vois que c'est bien fait. Mais le point, en fond, qui fait que cette série-là est vraiment parfaite, c'est que les membres du groupe Critical Role qui font les games de Dungeon, c'est des voice actors, puis c'est des doubleurs, donc, et c'est eux qui font les voix dans la série. Fait qu'ils connaissent leurs personnages, ils font les voix comme du monde, c'est très, très... Tu le vois que c'est poussé un petit peu plus loin que les voix normales dans une série. Fait que ça fait que tout s'emboîte bien. T'as comme une bonne histoire avec des beaux dessins puis des voix qui s'emboîtent bien là, et tout. Là, si t'aimes pas Donjon, t'aimeras pas cette série. Si t'aimes pas le monde fantasy, ça sert à rien. Je peux même te le vendre comme tu veux, ça sert à rien. Mais si tu tripes un peu sur Donjon, même si t'as jamais vraiment joué, puis t'aimes le côté fantasy, ça vaut la peine, c'est divertissant. L'histoire reste classique. Ils n'ont pas réinventé la roue. Là. C'est une game de Donjon. Puis, tu disais qu'il y a 7 personnages, c'est ça? Oui. Puis, est-ce que c'est 7 voice actors ou il y en a comme un peu moins? 7, ah ouais, en plus, quand même, hein? Puis, tu sais, c'est ça, c'est un groupe de héros pas bons qui deviennent bons en affrontant le méchant ensemble. Puis, il y a quand même une belle évolution qui se voit dans l'histoire. Bref. Puis, j'imagine que la chimie des acteurs aussi qui est intéressante. Puis, comme, tu sais, ça doit être ça aussi, là, une petite magie, là, quand même, là, qui s'opère. Écoute, oui, évidemment, la chimie doit transparaître. Je ne sais pas, par contre, si quand ils enregistraient, ils sont les deux, tu sais, ils sont 2, 3, 4 ou des fois même 5, 6 dans le même studio ou s'ils enregistrent toutes les tracks séparément. Tu sais, je ne sais pas, tu le vois dans la série, il y a une certaine chimie, mais tu sais, est-ce qu'elle est réelle parce qu'ils étaient dans la même pièce quand ils ont enregistré? Je ne pourrais pas te dire. Ouais, mais tu vois qu'il y a l'expérience des personnages qui sont habitués d'y jouer. Là, fait que... bref, je vous le recommande. C'était vraiment le fun. Puis la saison 2 va sortir éventuellement. Des épisodes de combien de temps? Est-ce que tu t'en rappelles? 25 minutes. Quand même, hein? C'est des gros épisodes là, pour une série animée. Hey, c'est incroyable là, parce que je suis vraiment fascinée parce que pour qu'il ait ramassé autant d'argent pour une série animée, puis qu'il ait eu le guts de faire une série animée, ça coûte très cher. Ça va dans les millions habituellement. Puis t'as pas tant d'épisodes que ça. Puis là, ils ont fait du 25 minutes. Puis ça, puis Amazon qui a embarqué et tout. C'est fou là, quand même comme histoire. Moi, c'est la première fois que j'entends ça là, en dessin animé. Là. Donc, merci. Est-ce que tu peux répéter le titre de la série, s'il te plaît, Chantal? Oui. Le titre au complet, comme il faut, c'est The Legend of Vox Machina. Disponible sur Prime, Amazon Prime, c'est ça? Yes, Amazon Prime. Parfait. Les filles, est-ce que vous avez des questions? Commentaires, suggestions? En fait, je me demandais... C'est tellement clair. Oui, mais c'est ça. Puis, en fait, elle a répondu à ma question. Je me demandais si c'était eux qui faisaient leur propre voix ou s'ils utilisaient des enregistrements ou quoi que ce soit là, Mais ils font toutes les... J'ai même vu un extrait où ce qu'ils font... Le gars, il fait juste faire des sons de monstres, puis dans son micro, puis là, il y a quelqu'un qui dit « Non, je suis pas sûre que ça ferait tel son d'un monstre, fait qu'il faudrait que tu fasses tel autre son. » Puis il y a juste le gars qui freestyle en faisant des bruits de monstres dans son micro tout seul dans le studio. Mais ce gars-là, il a la meilleure job au monde. Là. C'est ma vie rêvée, là, faire ça. C'est fou, là. C'est tellement drôle. Là. Mais tu disais que c'était de base comme histoire. Est-ce que, mettons, quelqu'un qui n'a jamais connu l'environnement ou l'idée de qu'est-ce que c'est Donjon Dragon, pourrais-tu avoir une bonne idée de ce que ça représente, une game de Donjon Dragon? Vraiment, ça n'a pas de l'air d'une game, c'est vraiment juste une série basée sur qu'est-ce qui se passe dans les aventures?
Ouais, mais c'est pas une game en tant que telle, c'est juste qu'est-ce qui arriverait dans une aventure. Ok. Fait que non, si t'as pas de background de donjon, tu vas le suivre. Là. Tu sais, c'est un groupe de héros qui arrivent, ils ramassent un contrat, ils vont tuer des méchants. Fait que l'histoire est très simple à C'est ça, suivre. tu vois là. pas ce qui se passe avec Ouais. les dés, tu vois vraiment juste ce qui se passe dans Ouais, l'action. T'as pas besoin de savoir c'est quoi un D16. ouais, mais c'est ça, il y a personne qui brasse de dés, puis t'as quelqu'un qui narrate un peu ben pas un peu, quand même pas mal en background. Mais tu sais, je dis que c'est une game de donjon parce que c'est inspiré d'une game de donjon, mais t'entends pas les joueurs prendre des décisions comme une game de donjon. C'est vraiment juste une série de petits bonhommes. Tu le Mais sens pas que c'est. si t'as tu jamais le sais joué à pas, donjon, tu le sauras pas. non, C'est exact. une Si t'as belle jamais joué à phrase, donjon, ça. puis tu le sais pas, tu t'en rendras pas compte. Parce Ok. que c'est juste des gens qui vont taper sur des méchants. Moi, j'aime ça. Ça me parle. Des gens qui tapent sur des méchants. Je suis toujours là. Moi, là, quand il y a ça, là, je suis là. Je suis là. Moi Ben, aussi. merci. Parfait. Ben, hey, merci beaucoup, Chantal, pour cette chronique-là. Je vais aller voir ça. Je suis vraiment curieuse d'en savoir plus là-dessus. Qui d'autre que numérique.ca pourrait bien réaliser votre site Web? 2 décennies de développement et de création devraient suffire à vous convaincre. Quel que soit le secteur d'activité ou le budget, notre motivation est la même, celle d'innover et de dénicher le concept qui vous propulsera vers le succès. Pour les budgets plus modestes, nous offrons des sites Web à partir de 750 $ Pour la réalisation d'un projet plus ambitieux ou pour le développement d'applications Web, nos professionnels vous guideront dans votre démarche. Pour en connaître davantage sur nos services, visitez le numérique.ca ou communiquez avec nous au 418 335 0804. Alors, comme j'ai dit en début d'épisode, j'ai fait une petite entrevue avec l'équipe du FBDM. Alors, voici l'entrevue. Alors, bonjour. Aujourd'hui, je fais une petite entrevue avec 2 personnes très importantes qui font partie de l'équipe du FBDM. Alors, tout d'abord, je vais présenter Mélanie Laroche, qui est la directrice adjointe au FBDM. Bonjour, Mélanie. Bonjour, enchantée Fanny. Enchantée, c'est la première fois qu'on se rencontre comme ça là, en audio là, au Geekette. Alors, merci d'avoir accepté mon invitation. C'est super gentil. Et je suis également avec Maxime Beaulieu. Maxime, tu es le président du jury pour le prix BDList Québec, c'est cela? Exactement. Donc, mon tâche principale est d'envoyer les doodles de réunion aux membres et de m'assurer que tout le monde a un temps de parole égal quand on se rencontre. Ben, c'est super intéressant. Écoutez, l'année dernière, j'avais déjà fait une entrevue avec Joanne Desrochers, qui est la directrice du FBDM. Et puis, c'est la première fois que je vous reçois à l'émission. Je suis vraiment contente parce qu'on va parler, oui, du FBDM, mais on va également parler des BDList parce que souvent, je parle des gens au BDList. Puis là, les gens ne savent pas trop c'est quoi. Puis c'est correct parce que si tu n'es pas dans le milieu de la bande dessinée québécoise, tu ne le sais pas nécessairement. Alors, je voulais qu'on parle de ça, entre autres, c'est quoi les BDS. Mais pour commencer, on va parler, c'est quoi le FBDM, donc le Festival de BD de Montréal, où il y a aussi le MCAF en anglais, parce qu'il y a 2 volets. Il y a un volet francophone et anglophone au festival. Alors, Mélanie, je vais y aller comme ça. C'est quoi exactement le FBDM? Donc, le FBDM, qui est le Festival BD de Montréal. Donc, c'est un organisme, mais c'est aussi un événement annuel qui a lieu la dernière fin de semaine du mois de mai. Le MCAF, dans le fond, c'est aussi donc, le Montreal Comic Arts Festival, parce qu'on est un festival bilingue. L'édition donc, de cette année, qui sera la 11e, est de retour en présentiel après beaucoup de travail et de retenue dans les 2 dernières années. Donc, on a bien hâte d'être en personne. Et pour la première fois, le festival sort du parc La Fontaine, qui a été un peu le trademark, donc la marque de commerce du festival. Et on s'installe sur la rue Saint-Denis, qui sera piétonne entre Guildford et Roy. Donc, c'est même la première fois que la rue Saint-Denis va être piétonne pour un événement. Donc, le festival qui était limité à quelques tentes dans le parc avant va s'étendre sur 1,5 km. Plusieurs tentes de commerçants qui seront tout le long, dans le fond, entre Guildford et Roy. Donc, ça risque de changer un peu le look du festival, mais on espère quand même garder la même ambiance très familière, très accessible. C'est sympathique et accessible du festival, exactement. Donc, c'est ce qu'on espère faire, mais avec un peu plus d'espace, un petit peu plus d'ambition, puis on espère pousser un peu pour être capable d'aller chercher encore plus de monde, plus de visiteurs. C'est super intéressant.
Oui, Maxime, tu avais une Ben, question? ça fait super. Peut-être si je peux me permettre une précision, Mélanie, tu me coupes si je sors à propos. Mais le MCAF aussi, c'est pour connecter avec le TCAF, qui est le Toronto Comics Arts Festival, puis le VCAF, qui est à Vancouver. Donc, pour qu'il y ait un peu cette continuité, il me semble, là, moi, Mélanie, que je dis n'importe quoi. Exactement. Là. C'est qu'il y a présentement plusieurs festivals de bande dessinée au Canada. Fait donc, ben oui, au fil des années, il y a des relations qui sont créées donc entre le VCAF, qui est le Vancouver Comic Art Festival, le TCAF à Toronto, le MCAF, donc à Montréal, justement, et Québec. On a une soirée donc, qui est prévue le 8 juin qui s'appelle le Comic Night in Canada. Ça s'est fait donc pendant la pandémie un peu, mais on revoit un peu le format cette année. Et les 4 villes seront réunies le temps d'une soirée pour des combats de dessinateurs. Donc, on aura des représentants de chacune des villes. Et au lieu d'y aller plus en affrontement, il va y avoir aussi des collaborations entre ces différents dessinateurs-là parce qu'on pense que les dessinateurs font ce qu'ils font de mieux souvent quand on les challenge un peu, puis quand ils ont la possibilité de collaborer entre eux. Donc, ça va être ça va être comme un genre d'événement en ligne, si j'ai bien compris. Exactement. Et qui va être transmis et où il y aura des participants donc, de chacun des 4 villes. Donc, chaque ville aura son représentant officiel qui aiguisera son stylet de tablette graphique pour la soirée. Pas trop fort, on espère, c'est fragile, ces petites bêtes-là. Je me demandais aussi, donc, c'est sûr que vous allez avoir la partie sur Saint-Denis, qui est, j'imagine, est-ce que ça va être des tentes avec des maisons d'édition, un petit peu comme on avait là, au Parc La Fontaine dans les années dernières? Ça va être, dans le fond, une série de plus petites tentes qui vont faire, dans le fond, tout le long à peu près des 5 tronçons de rue qui vont être fermés. La plupart, dans le fond, des exposants et des kiosques vont être dans les 3 tronçons du milieu. Et principalement du côté est et du côté ouest, on devrait avoir quelques expositions aussi qui vont être installées. Donc, les gens qui vont se promener auront l'occasion donc, de regarder certaines expositions extérieures qu'on a sorties justement pour l'événement. Est-ce qu'on peut dire qu'est-ce qui va être exposé, des noms ou... Dans le fond, on va avoir un mélange d'expositions pour l'édition de cette année. Donc, on a quelques expositions qui vont être à l'intérieur. On a d'ailleurs une exposition qui est Anna Mendieta, qui est basée, dans le fond, sur une bande dessinée. Donc, c'est une exposition de planches originales de Caro Caron et de Christine Redfern, qui va être à la galerie Art Neuf. C'est basé, dans le fond, sur un livre qui parle d'Anna Mendieta, qui était une artiste révolutionnaire des années 70, qui est tombée en bas d'une bâtisse et qui est aussi disparue dans l'oubli. Donc, c'est un clin d'œil à elle et à d'autres artistes qui ont été exclus de l'histoire de l'art avec les années. On a une exposition qui s'appelle Vicoli et Ruelle, qui va être à l'Institut culturel italien de Montréal. Et ça, dans le fond, c'est un projet qui a été fait avec l'Italie. Joanne Desrochers, justement, revient de l'Italie, où est-ce qu'elle est allée voir, dans le fond, la version italienne de l'exposition. Il y a 24 auteurs qui ont participé, 12 Italiens, 12 Québécois. Et donc, l'expo qui vient d'être présentée à Gênes sera à Montréal, dans le fond, pour mai, mois de la BD, justement, donc à l'Institut culturel italien. Et on a aussi une expo hommage à Henriette Valium qui a été organisée par la famille en collaboration avec la Maison de la Culture Frontenac et avec le soutien du festival. Donc ça va être à la Maison de la Culture Frontenac ou est-ce que ça va être plus... anciennement nommée Maison de la Culture Frontenac, qui s'appelle, dans le fond, la Maison de la Culture Janine Suto. Oui, exactement. Donc, ça va être à cet endroit-là. Ah, c'est vraiment bien, justement, parce que c'est une de nos grandes pertes de l'année dernière, je crois, là, Henriette Valium. Donc, c'est super intéressant. Super. Moi, c'est une primeur là, que j'entends en ce moment. Est-ce que c'est des petites primeurs que vous nous donnez? Ça va être annoncé avec l'annonce de la programmation, donc évidemment. Mais oui, donc c'est des choses qui sont en préparation présentement et dont on a bien hâte de vous parler. Wow, c'est vraiment super. J'apprécie beaucoup le côté que vous avez amené là, à la culture un peu plus underground aussi, là, qui est super importante à Montréal en BD, qu'on ne parle pas toujours parce que c'est de la culture underground, mais écoute, c'est vraiment important de connaître ce genre de bande dessinée-là. Puis c'est toujours magnifique, là. Merci pour ça. Et écoute, Mélanie, j'aurais une dernière petite question pour toi. En fait, moi, je me demandais, là,
je crois que j'avais demandé la question à Joanne l'année dernière et je vais te la poser aussi. C'est pourquoi est-ce que tu as décidé de t'impliquer dans le milieu de la bande dessinée ici là, à Montréal ou au Québec, là, en fait? Je lisais la bande dessinée, quand j'étais un peu plus jeune et j'ai eu le plaisir de redécouvrir la bande dessinée à l'âge adulte et j'ai vu qu'il y avait un monde que je ne connaissais pas qui venait d'apparaître devant moi. Et le plus on lit de bande dessinée, le plus on se rend compte qu'on n'a pas assez de temps pour lire tout ce qu'on voudrait lire. Donc, je pense que autant il y a des classiques un peu plus style bande dessinée franco-belge. Moi, j'ai des mangas que je lis des fois à l'occasion aussi. Je découvre justement des comic books américains qui me parlent un peu plus. Puis je trouve qu'on a tellement un milieu riche en bande dessinée québécoise présentement que ça me fait juste plaisir de pouvoir participer à un projet qui me permet de le mettre de l'avant, puis d'en parler, puis de le crier sur les toits. Donc, je suis le genre de personne peut-être fatigante qui offre juste des bandes dessinées pour les fêtes et les cadeaux de Noël d'à peu près tout le monde. Donc, non, c'est un bon cadeau, là. Aussi, donc, ça me fait plaisir de travailler là, pour promouvoir davantage la bande dessinée québécoise. Ben, merci beaucoup pour ton engagement. Moi, j'apprécie toujours ça parce que la bande dessinée, j'en lis, écoute, j'en lis beaucoup. Là. C'est ça, je cherchais le terme. Donc, oui, j'en mange, on peut dire ça. Je vais profiter d'un petit crochet. On va aller du côté de Maxime pour mes petites questions sur les prix BDLIS. Alors, quand je parle de BDLIS, les gens, des fois, me regardent avec des grands yeux. Alors, est-ce que tu pourrais répondre à cette question? Mais qu'est-ce que c'est les prix BDLIS? Qu'est-ce que c'est les prix BDLIS? Ben, premièrement, je leur dirais qu'il y a une page Wikipédia, donc ils peuvent aller les prix BDLIS, on peut aussi les envoyer sur le site du festival. Tout à fait, exactement, c'est vrai. Plus de sources, on aime ça. Les prix BDLIS, c'est des prix qui récompensent les créateurs de bande dessinée francophones. Qui sont l'initiative au départ, avant le festival, d'un organisme qui s'appelait Promo 9e art. C'est apparu en 99, donc ça fait quand même plus de 20 ans que ça existe. Puis le but, c'est quand même, puis dès en 99, il y avait 3 prix. Il y avait le prix BD Monde, qui à l'époque s'appelait Art, je pense. Ça s'appelait Art, ensuite international, ensuite étranger, ensuite, en tout cas, ça a pris toutes sortes de noms. Donc, ça, c'est le prix pour les BD publiés extérieurs du Québec par des créateurs soit en français ou américains, traduits ou canadiens. Le prix BDLIS Québec, qui était en fait peut-être un peu le but principal du prix, qui était de faire connaître la BD québécoise, et le prix BDLIS Jeunesse, donc de faire connaître la BD jeunesse aussi. Puis comme on sait que la littérature jeunesse, c'est souvent l'enfant pauvre quand on parle de littérature, et la BD jeunesse encore plus. Parce qu'il faut citer sur place en 99, parler de BD en 99, là, dans les médias, avant Internet, tout ça, c'était vraiment pas évident. Donc, et aussi, donc, les buts de BDLIS au départ, donc de promo, c'était de parler de bande dessinée puis de donner ses lettres de noblesse à la BD. Que les BD, c'est pas juste des comics, c'est pas juste pour les enfants. Moi, je suis bibliothécaire de formation, puis ça m'est arrivé dans ma carrière d'essayer de donner la bande dessinée aux gens, puis que les gens qui acceptaient pas que c'était pour des adultes, qu'il y avait de la BD pour adultes, puis que c'est seulement pour les enfants. Puis encore là, de la BD niaiseuse pour enfants. Alors, et on aime ça, la BD niaiseuse, il en faut. Mais qu'il y a toutes sortes de BD, puis la BD intelligente qui fait réfléchir autant pour les jeunes que pour les adultes. Donc, le prix BDLIS existe depuis 1999, parrainé par cet organisme Promo 9e art. Puis, dès 2012, en fait, on a commencé à se connecter avec le Festival de BD pour donner que les cérémonies se passent pendant le festival. Puis, en 2019, l'organisme Promo 9e art s'est dissous de lui-même et les prix ont été sauvés par le FBDM qui maintenant les parraine, les marraines, si on veut. Mais oui, puis c'est tellement une belle occasion, là, justement, de faire ça tombe bien comme ça. Et puis, je me demandais, là, tu m'as parlé de. Oui, Mélanie? Ben, si je peux compléter aussi, c'est que depuis 2019, donc oui, il y avait les bandes dessinées francophones qui étaient mises de l'avant, mais depuis 2019, donc il y a aussi le prix indépendant anglophone qui a été rajouté. Et le BDLIS Québec, présentement, donc, qui est pour une bande dessinée de maison d'édition québécoise, et dont soit l'illustrateur ou l'auteur doit être québécois, mais qui n'a plus la barrière de la langue comme condition pour le prix. C'est intéressant. Justement, je regardais les catégories, puis je trouve ça intéressant
parce que vous donnez quand même une place aux fanzines, à l'autopublication, mais aussi aux maisons d'édition. Donc, il y a vraiment de la place pour tout le monde. S'il y a des gens qui font de la BD à la maison, oui, il y a de la place pour tout le monde au BD List. Donc, c'est super intéressant. Puis on a vu, puis c'est intéressant parce qu'on a vu des gens qui ont commencé, dont on voyait les BD dans l'indépendant, puis ensuite graduer, entre guillemets, de voir leur création, ensuite arriver dans le BDList Québec ou BDList Jeunesse, selon, par exemple, selon la situation. Puis, si je peux continuer le pourquoi Oui, bien sûr. BDList, depuis le début, BDList, donc, voulait récompenser, mettre de l'avant la BD québécoise et la relève aussi. Donc, par exemple, ça, avec le FBDM, depuis le début ou depuis un certain temps, il y avait des prix en argent qui sont donnés, pas énormes, mais quand même, au Québec et aux indépendants. Puis, par exemple, depuis un certain nombre d'années, c'est le gagnant du BDList Québec qui fait l'affiche de la remise de prix de l'année suivante, par exemple. Puis, depuis un certain temps aussi, même avant que le festival s'occupe du prix, le gagnant de BDList indépendant avait une table gratuite au festival de l'année suivante, par exemple. Donc, ce côté-là de la relève, c'est vraiment important pour le festival, puis pour les prix, puis pour les membres du jury aussi. Puis, je ne sais pas, je prends compte en parler, j'ai plein de choses que je veux parler, mais je vais te laisser poser des questions aussi. Moi, je me demandais aussi, là, c'est pourquoi que, dans le fond, pourquoi c'est important là, d'avoir ce genre de prix-là dans le milieu de la BD au Québec, selon vous? Ben, moi, ça fait depuis 2011 que je suis dans les différents jurys BDList. J'ai été impliqué dans le monde, dans le jeunesse, puis dans le Québec. Vraiment, c'est un jury de lecteurs. Donc, c'est un jury de gens qui sont souvent des professionnels du monde du livre quand même, des bibliothécaires, des libraires, des enseignants, enseignantes, ou des fans finis de lecture. Puis, c'est un jury de débat. Donc, c'est pas simplement. C'est que pour choisir nos finalistes et choisir notre lauréat, tous les jurys BDList, on se réunit, puis on débat, puis on se dit pourquoi lui, pourquoi elle. Puis avec des critères, on a des grilles d'analyse, mais c'est personnel. Un jury, c'est toujours personnel. Un jury, c'est toujours subjectif. Bien sûr, mais quand même, on essaie d'être rigoureux, puis d'avoir pour pouvoir défendre nos choix, puis pour pouvoir pas nécessairement justifier nos choix, mais pour que ce ne soit pas juste gratuit, puis qu'on a dit, lui, on l'aime, elle, on l'aime, on aime la gang de telle maison d'édition, puis on fait qu'on va les récompenser. C'est pas ça. On veut débattre, mais avec l'émotion, mais aussi avec des arguments de la force du dessin, l'évolution de l'auteur, tous ces éléments-là. Puis donc, c'est souvent, par exemple, le prix des libraires, où c'est des libraires, donc c'est une profession, où c'est moins disparate ou moins varié que les jurys de nos jurys. Puis, du jury de nos jurys, plutôt. Puis, mais c'est intéressant, il y a quand même une belle diversité, par contre, d'avoir des personnes qui proviennent de différents endroits, différentes expériences aussi, là. Puis on essaie beaucoup, comme par exemple dans le Québec, on a une parité de genre aussi. Donc on essaie vraiment d'avoir ces éléments-là de parité de genre. Puis moi, je vais parler aussi de jeunesse, puis je m'en suis occupé quelques années. Ça, je trouve que c'est le plus important puis le plus beau. Même je m'occupe de Québec, puis je suis dans Québec présentement, parce que c'est les jeunes qui choisissent. Ça, c'est bien, il y a dans 3 bibliothèques ou 3 ou 4, ça va peut-être changer, je ne suis plus impliqué, là, mais à l'époque où je m'en occupais, il y avait 3 bibliothèques à Montréal où les employés s'occupaient de clubs de lecture d'enfants en 8 et 12 ans, ils faisaient lire des bandes dessinées, les jeunes choisissaient les finalistes, puis ensuite on les réunissait à un endroit, puis ensemble, les jeunes choisissaient la meilleure bande dessinée, puis c'est le jury des jeunes. Puis les jeunes, c'est qui? C'est les lecteurs de demain. Si on n'encourage pas les jeunes à lire la BD, si on ne leur demande pas leur opinion, si on leur montre pas à réfléchir sur qu'est-ce que c'est une bonne bande dessinée, mais il n'y aura plus de lecteurs de bande dessinée. Exactement. Donc c'est éducatif en même temps. Oui. Moi, j'ai toujours dit que BDList Jeunesse, c'est le plus important des prix parce que c'est le prix de demain. Ah, c'est super intéressant. Est-ce que tu as une idée de combien de jeunes participent En général, moi, ce que j'ai observé dans dans chaque jury, ça varie entre 4 et 6 par bibliothèque. Donc, on se retrouve avec une douzaine, 12 et 15 jeunes là, qui se réunissaient. Puis, on s'arrangeait, même ceux qui ne pouvaient pas venir, les responsables leur demandaient pour qui tu veux voter. Puis, on essayait de leur faire demander, bien sûr, on avait des chips, puis des jus, puis des choses comme ça. Ça se passe dans une librairie, donc les jeunes étaient très, très contents de pouvoir consulter les livres. Puis c'est tellement amusant parce que c'est tellement une expérience que les jeunes se rappellent par la suite. On se rappelle tous quand on était jeunes, qu'on a vu
des moments qui semblent pas si importants aux yeux des adultes, mais que pour les jeunes, c'est vraiment important. Puis ils vont s'en rappeler sans doute toute leur vie. Toutes les années, ces jeunes-là, ils restaient toutes. Ils restaient toutes. Ah. Puis souvent, là, quand ils arrivaient à 12 ans, là, est-ce que je peux-tu participer une année de plus? Puis là, OK. Ben, des fois, on disait oui, mais l'année où on avait beaucoup de nouveaux, puis on avait des 8 ans, puis des 13 ans ensemble, et c'est que les goûts de lecture, puis les catégories de lecture changent vraiment. Fait qu'on, malheureusement. Fait qu'on a même réfléchi mon année en bibliothécaire, on se parlait, là, on fait-tu un prix BDLS ado, quelque chose comme ça. Là. À voir. Puis, c'est quand est-ce qu'ils vont être annoncés, les gagnants? Est-ce qu'il va y avoir un endroit aussi? Je me souviens que dans des années précédentes, il y avait des 5 à 7 au Parc La Fontaine. Mais cette année, comment est-ce que ça va être fait? L'annonce des gagnants donc, se fera dans le cadre du festival le 27 mai. Donc, on aura une soirée de remise de prix. Pour l'instant, donc, qui est réservé donc, aux auteurs, aux médias. On est un peu limité dans l'espace, malheureusement. Bien sûr, donc, l'annonce se fera vendredi le 27 mai. Parfait, c'est super. Écoutez, on va se tenir au courant. Là, par la suite, ça va être annoncé là, dans les médias qui sont les gagnants. Mais en attendant, vous pouvez aller voir les nominés sur la page du FBDM. Dernière petite question pour vous deux. Je me demandais, est-ce que vous auriez un conseil pour quelqu'un qui aimerait découvrir plus de bandes dessinées québécoises? Ou BD générale aussi, là, pas seulement de la bande dessinée québécoise. Ben moi, je vais prêcher pour ma paroisse, puis dire d'aller dans leur bibliothèque municipale de leur quartier, puis d'aller parler aux bibliothécaires. Il y a toujours un employé sur place qui s'y connaît un petit peu en bande dessinée, qui aime ça, où ils vont avoir des listes de lecture, où ils vont voir toutes sortes d'informations. Donc, à Montréal, à tous les mois, à toutes les années, il y a le mois de la bande dessinée en mai, où il y a des activités autour de la BD qui tournent dans les bibliothèques de Montréal. Mais à Québec, avec la Gatineau, à Lévis, partout, il y a des bibliothèques. Et dans les petites municipalités aussi, on peut y trouver des gens qui peuvent nous faire des recommandations, puis trouver des BD à notre taille. Absolument. Puis un peu dans le même sens, moi aussi, puisque je dirais, donc, c'est pas un bibliothécaire, ben aussi dans les libraires. Donc, on a plusieurs librairies indépendantes avec les gens qui travaillent là. Souvent, c'est des tripeux de bande dessinée. Ils cherchent juste une occasion d'en parler. Donc, des fois, ils ont déjà des suggestions de prêts. Puis sinon, moi, ça m'arrive de juste me présenter en librairie. J'ai une couple de petites places que j'aime particulièrement. Puis je dis, ben là, j'aurais envie de quelque chose d'un peu plus cérébral, ou là, j'ai envie de quelque chose qui va être un peu plus réconfortant aujourd'hui. J'ai envie de couleur, j'ai envie de quelque chose de plus léger. Puis ils vont toujours te présenter quelque chose de super intéressant que tu connais pas. Puis ben, à force de développer des relations avec nos libraires, ben, ils nous conseillent encore mieux d'une fois à l'autre. Puis si jamais vous n'avez pas la chance d'avoir un libraire près de chez vous, il y a le site leslibraires.ca aussi que je recommande fortement, qui permet de commander donc des livres de libraires indépendants. Et ça, c'est une très bonne manière d'encourager le milieu. Et d'ailleurs, dans le cadre du festival, donc on présentera entre autres les finalistes des BDLIS. Donc, il y aura un thème disponible sur le site pour aller voir les nominés de cette année et regarder justement quel titre on a à vous proposer de notre côté. Donc, Mélanie, je me demandais si tu avais quelques primeurs à nous annoncer aux Geekettes. Donc, on a plusieurs artistes internationaux qui ont été confirmés. Certains de la France, de la Belgique, de l'Allemagne, de l'Italie, des États-Unis. Et pour la première fois, on aura aussi des gens qui viennent du Chili qui vont être au festival. Dans les gens qu'on a de confirmés, il y a le Belge Brecht Evans, qui a écrit entre autres Panthère, Les Rigoles et Idulfania. Donc, c'est quelqu'un qui est très fort sur la couleur à l'encre, l'aquarelle, le marqueur, mais avec un côté un petit peu sombre. C'est vraiment magnifique ce qu'il fait. Et j'ai bien hâte de pouvoir en parler à ma nièce, mais on a Monsieur Tan et Diane Lefeillère, le duo qui est derrière Mortel Adèle, qui sera là au plaisir de plusieurs jeunes, j'ai l'impression. On a aussi Léa Muraviec qui a écrit Le Grand Vide, qui est un des livres en nomination dans le cadre des BDLIS aussi. Et on a Juniba, qui est un artiste de comics américain qui vient de sortir une série qui s'appelle Monkey Meat chez Image. Donc, c'est nos invités internationaux qu'on a de confirmer déjà. Et on aura le plaisir de recevoir Julie Doucet, qui vient de remporter, dans le fond, le Grand Prix d'Angoulême cette année, donc qui sera parmi nous aussi cette année. Oh wow, une rare sortie! Oh my God! Ouais. Oui, wow! Les gens, vous allez faire la file un petit peu, là. Soyez patients cette année. Mais c'est super, merci beaucoup pour ces belles primeurs.
Le FBDM, ça va avoir lieu du 27 au 29 mai de cette année 2022. Il va y avoir plein d'activités sur la rue Saint-Denis. Il va y avoir une belle programmation également. Vous pouvez avoir plus d'informations sur leur site web, le fbdm-mcaf.ca. Alors, Mélanie Laroche, directrice adjointe, Maxime Beaulieu, président du jury pour le prix BDLIS Québec, merci beaucoup pour cette belle entrevue au Geekette. On va sûrement se croiser sur la rue Saint-Denis cette année. Merci beaucoup. Au plaisir de te croiser, Fanny. Bonne lecture! Hey, tu savais-tu ça que les Geekettes ont maintenant un Patreon? À partir de 2$ par mois, tu peux avoir accès à du contenu exclusif des Geekettes. Il y a des entrevues, le podcast des Geekettes secrètes et plein d'autres affaires. C'est au patreon.com/geekette, Geekette avec un S à la fin. Et on a toujours notre bouton PayPal si tu préfères nous donner un montant fixe de ton choix. Le bouton est sur notre site web au geeketteavecunS.ca, geeketteavecunS.ca. Martine, aujourd'hui, c'est bien spécial parce que tu as une nouvelle chronique. Ben oui, je lis, je joue et je regarde. En fait, écoutez, dans le dernier mois, là, mon état mental était très, 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 très fatigué. Fait que j'avais besoin là, d'affaires simples. Fait qu'il n'y a pas grand-chose à dire sur chacune de ces choses-là, mais c'est toutes des... c'est venu me faire un baume sur le cœur. Donc, je vous en parle et j'ai décidé de mettre « Je regarde » à la fin parce que c'est vraiment mon petit coup de cœur du mois. Oh. Donc, dans le « Je lis », c'est The Storyteller de Dave Grohl. Est-ce que vous savez qui est Dave Grohl? C'est pas le batteur d'un band super connu, je sais pas. Oui, c'est le batteur de Nirvana et le chanteur de Foo Fighters par la suite. Puis donc, c'est-à-dire mon groupe de musique préféré et l'homme le plus sexy sur la Terre. Fait que c'est ça, je tripe bien gros sur Dave Grohl, moi. Donc, très contente qu'il sorte sa biographie. C'est sorti en octobre 2021. C'est environ 35$. Par contre, c'est pas encore disponible dans d'autres langues. Là, fait que c'est juste en anglais pour le moment. Puis, écoutez, je suis très avancée. Par contre, j'ai pas réussi à le finir parce que je ne sais pas si vous savez, mais Taylor Hawkins vient de décéder le 25 novembre dernier, qui est le batteur de Foo Fighters. Puis, en ce moment, je vis vraiment beaucoup d'empathie pour ces choses-là. Puis là, quand il dit « Hey, j'ai fait telle affaire avec mon partner in crime, puis mon best friend Taylor, tout ça. » Puis là, je suis comme trop émotive en ce moment pour être capable de le continuer, mais j'ai beaucoup avancé. Je veux juste te corriger parce que tu as dit novembre. Non, j'ai pas dit 25 mars. Tu as dit novembre. Mais mon Dieu, non, 25 mars. Je sais pas pourquoi j'ai dit novembre. Merci, Jenny. Il vient juste de décider mon passé. Je voulais juste te laisser terminer ton air d'aller, puis après ça, te corriger. Je sais vraiment pas pourquoi j'ai dit. Mais en tout cas, bref. C'est pas une autobiographie comme les autres, puis c'est pour ça que ce livre-là, il est intéressant. En fait, chaque chapitre, c'est une anecdote de sa vie. C'est vraiment comme, hey, à 5 ans, il m'est arrivé ça. Puis genre, voici l'anecdote. Hey, à 13 ans, mon premier kick, voici comment, genre, ça s'est mal passé. T'sais. Fait que c'est vraiment d'anecdote en anecdote. Tu as vraiment l'impression que tu es en train de prendre une bière avec lui, puis il te raconte les meilleures histoires de sa vie. Puis c'est vraiment drôle. Comme des fois, je me surprends à rire à voix haute en lisant ça. Puis c'est une belle façon, je trouve. Tu sais, c'est pas Dave est né, telle date, blablabla. Tu sais, c'est vraiment plus des anecdotes de vie. Puis c'est cool. Puis là, évidemment, tu sais, tout le monde se demande est-ce qu'il parle de Nirvana, puis de sa relation avec Kurt Cobain. Oui, il en parle, mais c'est pas non plus, tu sais, c'est justement, ça va être quand on a fait tel show, ben, il s'est passé telle affaire, tu sais, pour X, Y raison, puis c'est ça. Puis il raconte son point de vue de la chose. Là, en même temps, ça fait longtemps Nirvana aussi, donc tu sais, à un moment donné, c'est sûr que tu as des souvenirs, mais pas tant non plus. Ça s'est passé quand tu étais jeune, plus jeune, là, dans la vingtaine, là, malheureusement. Puis, ben, c'est 376 pages. Il y a aussi plusieurs photos, puis bonne nouvelle pour moi, parce que toutes les photos de jeunesse de Dave, je mets des photos de François au même âge à côté, mais j'aurais de la misère à savoir qui est qui. Fait que j'espère que quand François va taper mi-quarantaine,
il va ressembler à Dave. Bon, il n'y aura jamais de barbe comme lui, mais quand même, tu sais, il va avoir quelques Il y a ressemblances. des filtres là-dessus sur TikTok. Tu peux y mettre une barbe sur TikTok à François. François, dans notre TikTok. Tu vas perdre beaucoup de temps, mais tu vas être très diverti. Puis, il faut que je le dise, c'est même pas un vrai spoiler, là, mais dans le dernier chapitre que je viens de lire, j'apprends, je savais même pas ça. Sa femme, ben, Quoi? Hein? Quoi? c'est une Québécoise montréalaise. Fait que là, j'étais comme, what? Ça aurait pu être moi? Fait que là, c'est ça. Mais tout ça pour dire que, pour vrai, vous n'avez pas besoin, tu sais, si vous connaissez le moindrement, tu sais, Dave Grohl ou les Foo Fighters, vous allez apprécier ce livre-là. Pas besoin d'être fan fini, pas besoin, tu sais, de tout connaître d'eux. C'est vraiment, comme je dis, on raconte des anecdotes, tu sais, sur ma vie, puis that's it. Fait que c'est très, si vous aimez un peu la musique, tu sais, c'est un bon livre à lire. Évidemment, il faut lire l'anglais pour le moment. Donc, ça, c'était le joli. Je joue à Picross 3D. Est-ce que vous savez c'est quoi le jeu de Picross? Pas du tout, pas du tout. J'adore ça. Je le sais. Mais là, en faisant mes recherches pour la chronique, je ne savais pas que c'est un style de jeu qui existe depuis 1925. Fait que dans le fond, c'est un peu comme dire, tu sais, ceux qui jouent au Sudoku. Tu peux avoir un jeu DS de Sudoku, mais ça existe, le Sudoku, mais c'est la même chose. Du Picross, ça existe depuis 1925. Donc, j'y joue sur DS. C'est publié par Nintendo, mais développé par HAL Laboratory. Et c'est sorti en 2009. Ça coûte vraiment pas cher. C'est 10 à 20 $. Ça se trouve facilement. En gros, c'est quoi? Ça part de ma passion pour le démineur. Moi, je savais même pas que... Je suis comme, waouh, voir que personne m'a dit que ce style de jeu-là existait, j'en reviens pas. Fait que si vous connaissez des mineurs, Sudoku, puis vous aimez ça, vous allez aimer faire du Picross, OK? Fait que, en gros, mettons que le chiffre 1, ça veut dire qu'il y a une case qui appartient au dessin caché dans toute la ligne, OK? Si c'est le chiffre 2, ça veut dire qu'il y a 2 cases dans toute la ligne. Puis là, il rajoute une complexité. Si c'est encerclé, puis mettons que c'est 2, ça veut dire que c'est 2, mais qui ne se touchent pas. OK. Si dans un carré, c'est que c'est dans 3 et comme, tu sais, ils ne se toucheront pas 3 fois. Genre. C'est comme dans 3 ensemble ou 4 ensemble. C'est pas super clair dit comme ça. Là. Non. Mais la bonne nouvelle, c'est que le jeu, il y a un tutoriel qui t'apprend étape par étape comment faire. Et le tutoriel est très, très, très bien fait. Puis là, la particularité de cette version-là, c'est que le Picross, à la base, c'est sur 2D. Mais celui-là, il est 3D. Fait que dans le fond, tu peux aller dans les profondeurs du dessin. Fait que là, il faut que tu fasses couche par couche la forme. Puis là, à la fin, tu es comme « Ah, ceci était une fleur. Ah, ceci était une tasse. » Fait que tu t'es satisfaite une fois que tu réussis ton dessin. Fait qu'il faut que tu détruises les cases inutiles. Puis à la fin, tu viens de fabriquer une forme. C'est tellement, mais tellement addictif. Je capote ma vie. Puis là, évidemment, il rajoute un nombre d'étoiles. Donc, si tu ne fais pas d'erreur ou si tu le fais dans un temps déterminé, tu peux avoir 3 étoiles. Bien là, c'est ça. Tu les veux parce que ça débloque d'autres niveaux secrets quand tu les as. Fait que si tu le fais en 11 minutes au lieu de 10, tu te dois de le refaire parce que tu veux toutes tes étoiles. Tu veux. Ouais. C'est comme les badges là, dans les jeux vidéo. Là. Tu veux ça, là. Tu veux ton trophée. Là. Exact. Ouais. Fait que là, ce qui fait que c'est pas pour rien que ça fait un mois que je joue à ça. C'est parce qu'il y a niveau tutoriel, facile, normal, difficile, aléatoire. Dans chacune de ces affaires-là, il y a 10 tableaux fois 10 niveaux. Puis chacun prend à peu près 10 minutes. Faut que tu le fasses en 10 minutes. Fait que là, fais 10 fois 10 fois 10 fois 4, plus le nombre de fois que tu veux refaire les étoiles. Puis ça, c'est le nombre d'heures que tu perds dans ta vie. Mais... c'est pas vraiment perdu. Tu étais heureuse pendant ce temps-là. C'est correct. Oui, puis... Ben, exact. Puis pour vrai, tu sais, comme démineur, je veux dire, depuis mon premier ordinateur... J'ai jamais lâché ça. Tu sais, quand je suis dans le métro, souvent, tu sais, je vais jouer en écoutant un podcast, mais là, je viens de me trouver une nouvelle passion. Il me faut toute la série Picross. Fait que c'est ça. Avis aux gens qui écoutent, si tu as un jeu que Martine n'a pas, communique avec elle. Ben, c'est ça. Fait que
Je vais ça, je dis, on sortir, peut je vais pas en sortir ma faire DS, là. Je sais, c'est tellement addictif. Puis, tu sais, c'est un peu pour ça que je vous dis, je peux pas faire une chronique de 10 minutes. C'est comme faire une chronique de 10 minutes sur Sudoku, là, mané, je veux dire. Ouais. C'est ça. Fait que bref, C'est ça. si vous connaissez pas ça, puis vous aimez le Sudoku, go, go, go. Parfait. Et maintenant, Oui. je regarde. Ton préféré. Connaissez-vous Is It Cake sur Netflix? Oui! L'avez-vous écouté? Non. Bon. Un épisode. Ouais. Là, on va se le dire. Quand j'ai vu, parce que moi, quand il y a des trucs sur Facebook qui pensent que c'est des vidéos de faux gâteaux, là, je trouve ça tellement satisfaisant de les voir se couper. Fait que j'ai regardé le preview. Là, je suis comme, franchement, là, je vais pas écouter ce show-là, là, c'est bien con. Puis là, finalement, moi et François, on écoutait un épisode. T'sais. C'est sorti en passant, ça vient de sortir le 18 mars 2022, 8 épisodes de 40 minutes. C'est une compétition culinaire de gâteaux. Mais c'est des gâteaux qui ressemblent à des objets de la vie de tous les jours. Donc, l'épisode se passe en 3 phases. La première phase, les compétiteurs, là, ceux qui font les gâteaux, doivent deviner lequel parmi une série d'objets qui passent est le gâteau. Ceux qui trouvent le dit gâteau seront ceux qui vont compétitionner pour cet épisode-là. Donc, ça, c'est la phase 1. Fait que là, après ça, il faut qu'ils choisissent. Fait que disons que c'est thématique fête d'enfants. Mais là, ceux qui ont été sélectionnés, il faut qu'ils choisissent un objet qu'ils vont devoir reproduire. Fait qu'il y en a un qui va dire, ben moi, je vais prendre le chapeau de fête. L'autre va dire, moi, je vais prendre la piñata. Le troisième va dire, je prends les bonbons. Fait que là, ils ont 8 heures pour pouvoir cuisiner un gâteau qui va avoir l'air du chapeau de fête, de la piñata et du bol à bonbons. Puis après ça, c'est les juges invités qui doivent trouver parmi tous les objets, est-ce que oui ou non sont capables de trouver le gâteau ou est-ce que les compétiteurs ont réussi à les déjouer. Fait que pour gagner, il faut que ton gâteau ait l'air vraiment, vraiment, vraiment d'un objet. Sinon, c'est sûr que les juges vont le trouver. Et la troisième étape, le gagnant de la compétition, de la soirée, va jouer à Cake or Cash. Fait que là, il y a comme, genre, il y a 2 objets remplis d'argent. Mettons, une tirelire. Fait que là, le compétiteur, il faut qu'il devine laquelle des 2 tirelires contient l'argent et laquelle est un gâteau. En soi, concept très, 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 très simple. Mais pourquoi ce show-là est bon? C'est que c'est tellement positif. Tu sais, souvent, des shows de compétition, il va y avoir de la chicane, du bitchage, mais là, c'est pas ça, là. Tu sais, pendant qu'ils sont en train de faire les gâteaux, ils sont dans une cuisine commune, puis ils disent « Ah, t'as-tu vu la vanille? » Puis comme « Oui, dans telle armoire. » Ou tu sais, comme si, mettons, ils scrapent. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, si, mettons, ils scrapent, mettons, comment ils vont faire la couleur dessus. Ben là, même ceux avec qui ils compétitionnent, on dit « Ah non, mais t'as-tu pensé à telle autre technique? » Puis tu sais, ils s'entraident, ils se donnent des trucs. Quand ils voient qu'ils font bien quelque chose, comme « Ah, wow, tu sais, t'as fait ça avec quelle technique? À quoi tu fais ton gâteau? » Puis ceux qui ne sont pas en train de cuisiner parce qu'ils n'ont pas trouvé, ils les observent pendant que les autres cuisinent. Fait que, tu sais, eux autres aussi interagissent, ils posent des questions. Fait que c'est vraiment une belle collaboration. Puis, tu sais, si les juges, ils trouvent ton gâteau, là, tout le monde est déçu pour toi. Là, c'est comme, c'est bien poche qu'il ait trouvé ton gâteau. Puis, tout le monde est content pour... C'est vrai, c'est tellement, tellement positif, là. C'est fou, fou, fou. Puis, l'animateur, le premier épisode, il me tapait un peu ses nerfs. C'est Mickey D. Et c'est lui qui il a fait quelques années de Saturday Night Live. Moi, je ne le connaissais pas. Je suis comme, il est bien too much, ce gars-là. C'est quoi ça, ces jokes-là? Là? Ouais. Mais crime, après quelques épisodes, je me suis attachée. Parce que lui aussi, il est tellement positif. Tu sais, ces jokes-là, c'est juste gentil, tu sais. Fait qu'on s'entend, là, c'est pas le grand concept, là. Mais juste pour voir tout le positif de choses, tu sais, pour qu'une compétition, les gens soient contents les uns les autres, puis tu vois qu'ils développent une belle amitié, puis on a une Canadienne qui s'est très bien démarquée dans ce show-là. Donc, pour vrai... C'est bien de le noter parce que c'est vrai que ces genres d'émissions-là compétitives aux États-Unis, souvent, c'est très négatif. Il y a de la compétition, puis il y a du bitchage, comme tu dis. Donc, c'est vrai que c'est le fun d'avoir un changement de concept ou est-ce que c'est plus l'entraide. Puis, tu sais, c'est ça. Ils se prennent pas tant au sérieux que ça non plus, là. Ça reste du gâteau, mais tu sais,
on sait que des fois, là, même dans le milieu artistique, là, les gens peuvent se prendre au sérieux, comme dans n'importe quel milieu d'ailleurs. Mais c'est ça, comme tu mentionnes, c'est ça qui est intéressant aussi. Oui, parce que j'ai rarement vu ça dans un show compétitif, comme tu dis, surtout à l'américaine. Puis on s'entend, c'est quand même des gros montants qui remportent à chaque épisode, il y a 10 000 en jeu. Puis ça se cumule aussi. Là. Fait que veux pas, c'est comme surprenant que le monde n'essaie pas de planter les autres pour gagner le cash. Là, fait que là-dessus, c'est très intéressant. Puis si jamais il y a égalité, ce qui arrive souvent, là, d'ailleurs, que, mettons, les juges ne trouvent pas les gâteaux. Fait que, si on peut trouver pour 2 compétiteurs, ben là, ils vont goûter les gâteaux. Fait que là, il y a aussi tout l'aspect de goût qui rentre en compte. Fait qu'il faut qu'ils regardent est-ce qu'ils ont bien réussi leur œuvre et est-ce que le goût il est bon. Fait qu'ils peuvent pas juste non plus faire un gâteau qui goûte rien. Fait qu'ils se donnent la peine de rendre ça bon et beau. Ah, moi, ça m'a donné le goût de faire des gâteaux. Quand je regarde ça, je suis comme j'aimerais ça faire ça un jour. Mais t'as fait combien d'épisodes à date, Fanny, que t'as écouté? Ben, juste un. Mais c'est quand même intéressant. Parce que c'est comme tu dis, le concept est simple, là, mais je m'en souviens, puis je vais peut-être écouter une couple d'autres. Oui, c'est 8 épisodes de 40 minutes. J'étais trop occupée par Bridgerton, c'est pour ça. Pour faire et on va vraiment comme ailleurs. Là. Mais c'est bon parce que là, à date, on a 3 recommandations de télévisuels complètement différentes. Fait que c'est ça. Ben, parfait. Ben, merci pour ta chronique. Moi, j'aime ça, ce petit concept-là. Je trouve ça intéressant. Peut-être que je vais copier ça, en fait, à un moment donné, Martine. Est-ce que tu me permets? Ben oui, tu peux. Tu peux même rajouter « et je tricote ». Écoute, ça risque d'être juste « je tricote », là. C'est dangereux, ça. Mais parfait. Hey, ben, merci pour ta chronique, Martine. Ça fait plaisir. Alors, bonjour Jenny, tu vas nous parler aujourd'hui à Tales from the Loop. Oui, je vais parler c'est une série qui est sur Prime. Moi aussi, je parle d'un autre truc à la télévision, mais c'est vraiment, on va encore dans un autre style complètement différent de ce qu'on a parlé depuis le début de l'épisode. Fait que c'est bien, on a parlé de plein d'émissions, mais de plein de genres différents. Dans le fond, Tales from the Loop, c'est 8 épisodes d'environ 50 minutes à 1 heure, là, à peu près. Puis, c'est sorti en avril 2020. Fait que c'est comme... Moi, je pense que j'ai eu une publicité parce que ça ressemblait à des trucs que j'avais écoutés ou... Je sais plus trop comment je suis tombée là-dessus. J'ai vu la bande-annonce puis j'ai fait comme, mais je vais écouter ça, ça a l'air excellent. C'est basé sur l'univers des livres d'illustration de Simon Stalenhag. Mon suédois n'est pas très bon. Puis, dans le fond, il y a aussi des jeux de société qui ont sorti de ça en collaboration avec d'autres personnes que j'ai pas écrit les noms. Ils sont genre 5, je pense, à avoir fait le jeu de société Tales from the Loop. Fait que ça a tout le même nom, en fait. Là. Si vous cherchez Tales from the Loop, le livre d'illustration, la série ou le jeu, et vous allez trouver... Bref, l'auteur, c'est Nathaniel Alpern. Désolée d'avoir peut-être... Bref, j'ai de la misère avec les noms des fois. C'est correct, on est tous comme ça. Il y a toujours un moment donné qu'on se trompe de nom ou qu'on s'enfarge. C'est normal. Oui, c'est sûr. Fait que, bref, puis lui, dans le fond, c'est ça. Lui, il a écrit la série basée sur les livres d'illustration et tout. Puis, tous les épisodes, c'est des réalisateurs différents. Fait qu'on sent un peu les différentes vibes, mais ça reste toujours un peu dans la même atmosphère. Il y a des... je pourrais citer les 8 différents directeurs, mais moi, je suis pas... je me rappelle jamais, fait que peut-être que des noms vont vous dire quelque chose, mais moi, je suis comme, peut-être. Genre, je sais que Jodie Foster, c'est un nom que j'ai déjà entendu. Il y a So Young Kim, Charlie McDowell, Tim Milan, Mark Romanek, Andrew Stanton, Deirdre Walsh, puis Ty West. Fait que c'est sûrement des... Tu sais, je veux dire, ça doit être des gens qui ont fait d'autres trucs. J'ai pas fouillé plus que ça. Mais il faudrait Lulu, là. Oui, mais c'est ça, je suis comme un peu déçue. J'aurais aimé ça que Lulu soit là, tu sais. Message, Lulu. Petit message aussi. Mais Jodie Foster, on peut au moins te plugger Jodie Foster parce que c'est elle qui jouait dans Silence of the Lambs. OK, c'est ça. C'est pour ça que le nom dit quelque chose. Oui. Une actrice des années 80-90, très, très à la mode à l'époque. Mais moi, je me rappelle beaucoup plus des ambiances puis des mises en situation que des noms des gens
en général. Là. Mhm. Tu sais, il y a, dans les acteurs, il y a Daniel Zolgadri, Paul Schneider, Rebecca Hall, Duncan Joyner, Jonathan Pryce, Nicole Law. Il y a comme vraiment beaucoup, il y a quand même beaucoup de personnes, là, je ne vais pas toutes les nommer. Là. Mhm. Bon, je vais faire un genre de petit synopsis. Mise en bouche, si on veut. C'est dans un univers rétro-futuriste qui pourrait se situer dans les années 80 selon les analyses des gens. Moi, j'avais vraiment plus une vibe des années 60-70. Tu sais, genre les couleurs beige, les oranges, les kakis, les couleurs ocre. Tout est un peu gris aussi. Sépia quasiment, là, sans Ouais. être... Bref, les filles, vous Ouais. voyez l'image derrière moi. Fait que ça, on peut pas non plus précisément situer sur la planète c'est dans quel coin. Parce que on voit les éléments plus suédois, là, d'où l'illustrateur vient. Fait que les voitures, puis des trucs comme ça, il y a des clins d'œil à plus la Suède. Il y a aussi des grosses structures, tu sais, dans le brutalisme, les grosses structures en béton qui fait beaucoup penser à l'Europe de l'Est. Puis il y a aussi des bâtiments puis des maisons super nord-américaines des années 70. T'sais. Fait que c'est comme une espèce de mélange. Tu peux pas vraiment le spécifier dans le temps. Tu peux pas vraiment dire c'est où ça... C'est comme on est dans un univers parallèle. C'est un petit peu ça. Puis... c'est dans cet univers rural décalé en temps sur le nôtre, avec des technologies super avancées. Puis il n'est pas curieux de voir des tracteurs pour les champs flottants ou des robots dans la forêt. Là. C'est comme un peu... c'est pas hors du commun. Ça fait partie de l'environnement. On se situe dans une petite ville rurale. L'entreprise principale de la région, le Loop, embauche la majorité des adultes. C'est pas très clair qu'est-ce que les gens font exactement là-bas, mais on sait que ça a le rapport avec la technologie puis les avancées, mais c'est pas, tu sais, c'est comme, je suis électricien au Loop, là. C'est comme, mais encore. Okay. C'est pas super clair, puis la majorité des jeunes adultes, des jeunes au secondaire, ils veulent aller travailler au Loop. C'est comme un objectif, là. C'est comme la seule grosse... Tu vas là où tu vas à mine, là. C'est comme un peu ça, les choix. Okay. Les gens, ils veulent aller au Loop parce que c'est plus intéressant puis c'est plus payant. La série se présente en 8 petites histoires qui mettent à l'avant toujours un personnage différent qui souvent est un personnage qui est à la limite un figurant dans un épisode précédent. Fait que ça se passe dans un petit village. Il y a toujours les mêmes gens qui circulent, mais c'est jamais la même personne qui est au centre de l'épisode. Fait que facilement, tu pourrais les écouter un petit peu dans le désordre, puis ça pourrait fonctionner quand même parce que chaque épisode se tient seul. C'est sûr qu'il y a des petits clins d'œil à ce qui s'est passé dans un épisode avant. Là, quand tu es rendu au 5e épisode, il y a peut-être un clin d'œil à ce qui s'est passé avec un personnage. Mais c'est pas une suite logique. Il n'y a rien de... C'est pas comme une série qu'on binge-watch parce que là, il y a un cliffhanger puis on veut voir la fin. L'épisode commence, l'épisode finit, l'histoire est terminée. C'est intéressant aussi qu'ils ont pris des réalisateurs différents pour chaque épisode, justement, pour avoir un ton différent sur chaque épisode, j'imagine. Absolument. J'aime pas ça. Je trouve que ça me déconcentre. Ça paraît-tu beaucoup? La différence de réalisateur, pas tant dans le sens où ça paraît un peu parce que chaque histoire est un peu différente. Dans le sens, tu vas avoir les deux adolescents qui sont comme « Hey, on est chummés, on se met des challenges. » Puis après ça, tu vas avoir la relation du grand-père avec son petit-fils qui est plus émotive. Fait qu'il n'y a pas... C'est plus dans le ton puis dans le contenu de l'épisode. C'est pas si différent que ça. Ça se tient quand même super bien dans la structure, dans les couleurs, dans le visuel. Il y a vraiment une ligne directrice. C'est vraiment dans les petites subtilités des différentes histoires qu'on va peut-être plus voir les différents réalisateurs. Pour vrai, ça a pris un bout avant que je m'en rende compte. OK. Fait que c'était pas si flagrant que ça, là. Fait que la majorité des épisodes sont basés sur des personnages différents. À chaque épisode, on trouve toujours un élément de technologie futuriste, là, qui est comme, c'est soit, mettons, un robot ou une machine à écho qui révèle quelque chose ou un instrument de travail qui est utilisé.
je vais rester floue quand même parce qu'il y a certains épisodes qui c'est comme un peu soit le punch ou comme l'élément qui fait comme oh, c'est intéressant, j'aime où ils s'en vont, tu sais. C'est pas technologie à la Black Mirror non plus, là. C'est pas genre OK. c'est pas frontal comme ça, là. C'est vraiment c'est comme quasiment comme s'ils pourraient faire un épisode sur la machine à laver tellement que c'est comme il y a des épisodes que c'est super traditionnel dans leur truc, puis il y a des affaires que ça pourrait être comme la première fois que quelqu'un a utilisé une drill électrique, puis c'était comme révolutionnaire. Tu sais, il y a ce niveau-là de... Ça se promène là-dedans. Là. C'est intéressant quand même. Là. J'adore mes comparaisons. La machine à laver. Les images sont vraiment magnifiques. Pour vrai, c'est super contemplatif comme série. Il y a des longs moments... c'est qu'il se passe pas, tu sais, qu'il se passe des trucs, mais c'est vraiment subtil, c'est dans les images. Fait que je conseille pas de faire quelque chose, tu sais, mettons, j'ai pas tricoté un gros projet en même temps parce que j'ai regardé la télé, tu sais, j'ai pas juste écouté. Il y a beaucoup de choses qui se passent dans le visuel, puis il y a des clics que tu vas chercher, tu fais comme, ah oui, dans l'épisode, je me rappelle, le personnage, il faisait ça, puis là, tu fais comme des liens parce qu'ils sont souvent je veux dire, si, mettons, il y a une scène dans un bar, mais ça se peut que dans le bar, dans le fond, tu vois un autre des personnages que tu as vu, tu vas voir dans un autre épisode. Tu sais, il y a comme des petits liens comme ça. Fait que les images sont super belles. La bande sonore est incroyable. Elle est co-créée par Philip Glass et Paul Leonard Morgan. Ça aide vraiment à transporter dans cet univers-là. Il y a comme... J'ai de la misère à trouver les mots tellement, genre... Ça m'a vraiment transporté. C'est vraiment ça. Ouais. Ça m'a vraiment transporté. Je regarde des images sur les internets. Puis ça me rappelle beaucoup un peu les premiers Star Wars, tu sais, avec l'espèce de couleur orange, comme tu dis, puis jaune, un peu, tu sais, comme les teintes de couleurs. Puis c'est vraiment ambiance, je trouve, là. Absolument. C'est de ce que je vois des images fixes, là. Mais c'est pas des épisodes qui se passent bang, 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 des actions non plus, là. C'est vraiment... Probablement que s'ils auraient voulu gagner en temps, ça aurait pu être des épisodes d'une demi-heure, là. Mais tu sais, ils ont étiré, ils ont mis des scènes, ils ont mis, c'est comme on dirait que j'ai le goût de comparer ça à de la musique prog, là, tu sais, t'es comme, la toune, elle pourrait juste être le petit bout que tout le monde connaît, mais le petit bout d'ambiance pour qu'il te prépare, là, ça t'aide à embarquer dans l'atmosphère, tu sais. Certains épisodes m'ont super ému. Là, genre, j'ai un épisode que j'ai pleuré quasiment tout le long, mais c'est venu chercher une fibre en moi qui était particulière. Certains épisodes m'ont fait super rire. Des fois, il y a des moments où j'ai fait ben voyons donc, ça n'a pas rapport, voir que ça, comme voir c'est ça qui se passe. C'est comme vraiment des petits échantillons d'un monde parallèle. C'est ça. Fait que c'est sûr que je vais réécouter la série un jour, peut-être bientôt, peut-être pas bientôt, mais j'ai l'impression que c'est le genre de série que je vais réécouter puis que je vais faire comme « Oh mon Dieu, ça, j'avais pas vu ça. Ah, j'avais pas vu ça. » Tu sais, j'ai comme... Il y a des petites perles là-dedans. Là. Puis je veux pas comme trop parler des relations entre les personnages parce que ça vient comme tout gâcher l'expérience de découvrir épisode par épisode. Fait que c'est pour ça que je voulais vraiment plus y aller avec l'ambiance puis le type d'atmosphère. Mais pour vrai, j'ai adoré. C'est 8 épisodes de 50 minutes, puis comme c'est tous des trucs, des histoires un peu séparées, tu peux facilement écouter 2 épisodes cette semaine, puis attendre 3 semaines, puis réécouter un autre épisode. Puis, tu sais, t'es pas obligé de les écouter les 8, un après l'autre. Tu peux vraiment prendre des breaks, puis... T'écoutes un petit Is-It Cake entre chaque. Oui, c'est parfait. Ouais, c'est bon. Puis... Je me demandais, Jenny, est-ce que ça part de roman à la base ou c'est comme... C'est vraiment basé sur les images du livre d'illustration de Simon Stalenhag. Puis si tu regardes les images que lui a fait, il fait de la peinture puis des dessins à l'ordinateur. Puis c'est vraiment les mêmes teintes. Tu sais, comme tu as regardé les images, ça, je sais que les gens à l'audio ne voient pas, mais il y a des images, c'est les mêmes teintes quasiment, qu'ils ont vraiment utilisé le même visuel qu'il a fait. Puis vraiment, il y a probablement des scénarios aussi qui sont un peu basés sur les scénarios du jeu de société, qui a été aussi fait en parallèle avec ça, mais c'est basé sur des livres d'illustration. Fait que c'est comme ils ont
la façon que je le comprends, c'est qu'ils ont pris des images, puis ils se sont inspirés de ça pour créer l'histoire derrière cette image-là. Tu sais, la petite fille qui contrôle le robot, c'est quoi son histoire? La boule, c'est quoi son histoire? Tu sais, qu'est-ce que ça fait, cette grosse structure-là, ronde? Qu'est-ce que, tu sais, c'est plus dans, là, je donne des exemples très visuels, là, mais les gens, ils pourront aller voir. On mettra peut-être le lien vers le site de l'illustrateur là, pour qu'ils puissent voir, là, mais c'est vraiment basé sur un livre d'illustration que je vais me procurer bientôt. Mais c'est vraiment un créatif, c'est quand même original là, comme série, comme procédé aussi, parce qu'habituellement, c'est pas comme ça vraiment qu'on crée des séries télé. Donc, je trouve ça quand même avant-gardiste et en fait un risque intéressant créativement qu'ils aient fait ça. Disons, on va se baser de ces images-là qui sont connues, j'imagine, là, puis qu'on va créer un monde, là, puis un jeu de société, c'est particulier quand même. Là. J'ai pas regardé le livre, mais probablement que dans le livre aussi, il y a des mises en situation, des petits textes qui accompagnent ces trucs-là, mais il y a sûrement pas une histoire, tu sais. Une série télé, comme... C'est ça. Ouais. Bref. Puis c'est passé sur le radar pour vrai parce qu'il y a plein de gens à qui j'en ai parlé que les trucs un peu plus sci-fi, dans les trucs de robots, de science-fiction, ils n'ont pas vu ça passer. Fait que je suis comme, découvrez ça, gang, c'est excellent. Super. Alors, c'est disponible sur, est-ce que c'est sur Crave que tu as dit? Sur Amazon Prime. Ah, Amazon Prime, pas pareil, différent. Donc, merci de nous avoir partagé ça. C'est Tales from the Loop. Tales from the Loop, oui. Parfait, on va aller écouter ça parce que c'est super beau, ça a l'air super créatif, très intéressant. Les filles, est-ce que vous avez d'autres choses à rajouter par rapport à ce que Jenny a dit là-dessus? Ça me donne envie de me rabonner à Prime. C'est ça, parfait. Merci beaucoup, Jenny. Merci. Alors, c'est la conclusion de cet épisode 91 déjà de la vie secrète des geekettes. Merci, mesdames, d'avoir été présentes lors de cet enregistrement sur Skype. Peut-être une dernière fois. Hein, on va checker ça. On check ça. Les gens à la maison, vous aimez les geekettes, vous aimez notre travail, qu'est-ce qu'on fait, nos chroniques rigolotes et tout, parfois plus sérieuses. Vous pouvez nous encourager sur notre Patreon, parce qu'on a un Patreon. Vous pouvez également nous mettre 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Spotify, parce que on est là-dessus. On est bien partout, les geekettes. Et puis, on a aussi un site web, geekette avec un s.ca. Mesdames, est-ce que vous avez d'autres mots pour la conclusion? Fanny, t'es belle. Ah, ben voyons! Vous êtes toutes belles. Mais oui, on est toutes belles à soir. C'est magnifique. Chantal avec ses beaux cheveux, là. Et je suis très hâte à notre date, Chantal. Très, très hâte. C'est tout qu'une conclusion d'épisode. C'est comme... Il y a de l'amour dans l'air. Oui. Donc, ça conclut l'épisode des geekettes. Merci tout le monde. On se revoit le mois prochain avec d'autres geekeries de geekettes. Alors, on dit bye bye à tout le monde. Bye!